Bonjour. Donc, comme vous pouvez voir, ceci est une de mes nouvelles acquisitions, mais cette vidéo n'est pas sur ça. En fait, ce cadran-là est juste là pour représenter le passage du temps. C'est une métaphore pour le sujet de cette vidéo. Donc, le but de ma chaîne, c'est pas de parler des livres, mais je veux dire, un livre de ce genre-là, je veux dire, il fallait que je fasse une vidéo, il fallait que, d'une quelconque façon, ce livre puisse être, son existence puisse perdurer. Donc, j'ai en ma possession, et ce depuis 4 ans maintenant, ce magnifique livre qui vient du département de l'intérieur du Canada. Il s'agit de l'Atlas du Canada de 1906. Ce livre a 111 ans, donc il est plus vieux, je crois, que n'importe qui pourra regarder cette vidéo. Donc, comme vous pouvez voir, le livre a relativement bien vécu. Vous pouvez voir aussi que sur le côté, c'est du vrai cuir de vache. Les côtés ont commencé un peu à se défaire avec le temps. Le milieu et tout ce qu'il nous reste, les coins ayant disparu. Donc, ce livre, pour autant que j'ai pu chercher des informations dessus. Donc, il m'a été donné par un de mes professeurs d'histoire. C'était dans sa collection, parce que, bon, le professeur d'histoire que j'avais, c'est un professeur d'histoire que j'adorais beaucoup, et il récupérait plein de très vieux livres, et de temps en temps, ben, il doit s'en débarrasser de certains, je suppose. Donc, il avait décidé de m'en donner un. Et c'était celui-ci. Ce livre est gigantesque. Je le compare à ma main. Regardez-moi ça. Je le compare à un autre truc que vous êtes habitué à la taille sur ma chaîne. Voilà, une disquette. Une cassette audio. Le machin est gigantesque. Donc, ce livre-là est magnifique. Et surtout que c'est un atlas. Donc, il y a plein de cartes. Et donc, la vidéo va être longue, hein, je vous le dis tout de suite. Là, il y a énormément de pages dans ce livre-là. Donc, je vais essayer de vous montrer un aperçu des pages, dire quelque chose d'intéressant. Donc, si j'ai quelque chose à dire. Donc, ce livre-là m'a été donné par mon professeur. Il provient du clergé. Donc, c'est l'église de la ville dans laquelle je l'ai eu, qui l'avait gardé jusqu'à il y a très longtemps. Et mon professeur l'a acheté dans quand l'église s'en est débarrassée. Et ça provient du séminaire de Nicolet. Donc voilà. Donc là, c'est écrit 1814 ici. Je sais pas pourquoi. Vous pouvez voir que les pages ont un peu jauni. C'est pas parce que j'ai un éclairage lampe incandescente, là. C'est parce que les pages sont vraiment jaunies. Ça, c'est pas du ruban adhésif gris moderne, là. Ça fait vraiment partie du livre. Des pages qui ont bruni sur le côté. Je sais pas ce qui a causé ça, mais voilà. Et on a ça ici. C'est magnifique. Regardez-moi les armoiries du Canada. On a toutes les provinces de l'époque qui avaient entré dans le Dominion canadien. Donc, le Nouveau-Brunswick, Nova Scotia, l'Ontario, l'île du Prince-Édouard, la province de Québec, la Saskatchewan, l'Alberta qui n'avait pas d'armoirie, de ce qu'on peut voir, j'ai l'impression, la Colombie-Britannique et le Manitoba. Donc, et on a ici, ça je soupçonne que ce sont les armoiries du Canada. Ainsi que dans une typographie magnifique, Atlas du Canada, préparé sous la direction de James White, FRGS, géographer. En français, on dit géographiste, peut-être. Donc, on a une table des matières ici. Donc, département de l'intérieur, 30 juin 1906, Sire, j'ai l'honneur de vous transmettre par la présente le MSS de l'Atlas du Canada. J'ai l'honneur d'être, Sire, votre serviteur
votre ultime serviteur, mettons, James White, voilà. Donc, c'est, voilà, ça peut faire rire certaines personnes, une écriture de ce genre-là. Donc là, vous vous demandez pourquoi je mets le livre comme ça, c'est parce que là, je vais peut-être reculer un peu la boîte, mais voilà. Parce que mettre le livre à plat, ça fait juste beaucoup trop de stress sur les pages. Donc j'ouvre le livre à environ un angle de 45 degrés pour pas mettre un énorme stress sur les reliures des pages, parce que je rappelle que c'est du papier qui est plus de centenaire, là. Donc ici, on a les... puis vous pouvez voir, c'est gigantesque. Ça, franchement, c'est magnifique. Je vais aller chercher un atlas moderne. Donc voici un atlas moderne. Ça reste un grand livre, toujours aujourd'hui. C'est pas fait par la même maison d'édition, mais voici un atlas moderne en couleur. Ils sont beaucoup plus petits, malgré que ça, pour un livre, ça reste assez grand. Donc, voilà. Et je vais peut-être l'utiliser pour comme référencement pour que vous puissiez voir l'évolution de la carte du Canada si j'en vois le besoin. Un petit verre. Donc, ici, on a par département électoral, on a la population, la taille des terres et de l'eau ainsi que le total des deux. Donc, bien entendu, c'est en 1000. Voilà. 1901 oblige. Je rappelle que le Canada a adopté les mesures métriques en 1970 avant que les Français viennent me dire que les mesures impériales, c'est de la merde. Oui, je le sais, mais c'était comme ça à l'époque. Donc, voilà. On a le nombre de maisons, le nombre de familles, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, les conditions conjugales. Donc, on peut voir ceux qui sont seuls, ceux qui sont mariés, ceux qui sont en fenêtre, je sais pas ce que ça veut dire, et ceux qui sont divorcés. Ça, c'est une statistique qui est aberrante comparativement aujourd'hui. Vous pouvez voir que dans tout le Canada, seulement 337 hommes et 324 femmes étaient divorcés sur une population de 5 300 000 habitants. Les temps changent. Donc voilà, c'est les mêmes statistiques pour tout le reste de la page. Les mêmes statistiques encore pour d'autres provinces. On a un tableau des progressions de la population, du matériel et des industries. Donc vous pouvez voir que la population en 1868 était de 3 millions et qu'en 1906, on était à 6 400 000. Donc voilà. La dette totale, la dette nette, 75 millions de dollars, 77, 155, 237, 268, 267. C'est à peu près stable. Voilà. Donc là, ça c'est la suite. On peut voir une partie de la reliure ici. D'ailleurs, il y a de la poussière sur les pages, j'ai l'impression. La population des villes et des villages. Donc, est-ce qu'il y aurait... Je sais même pas si... Ah! Donc voilà, Nicolette, de là où vient ce manuel. 2225 habitants. Ils sont un peu plus de 7000, je crois, aujourd'hui. Donc voilà, Québec. Donc, les villages. Ça, c'est juste les villages. Les villes... Montréal, on peut voir qu'il y avait 267 000 habitants. À Québec, 68 000. C'est rien comparativement à ce que la France avait déjà à l'époque. Louisville existait déjà bien. Donc là, voilà, c'est les villages. Unincorporated Villages. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. On peut voir que c'est encore des petits noms. Ça, c'est les statistiques de 1901. On peut supposer que, vu qu'il n'y avait pas l'informatique à l'époque, faire les statistiques, ça prenait un peu beaucoup de temps. Donc là, ici, on a des notes. Donc, vous pouvez voir que, une partie de la page a commencé à se défaire. Donc, ça ne tient que sur un morceau de reliure encore.
Mais c'est une chose qui est bien quand même avec les livres, c'est que ça vieillit relativement bien. Si on prend des disquettes, je pourrais mettre tout ce livre-là probablement dans 2-3 disquettes, mais il durerait voilà quoi, une vingtaine d'années. Tandis que ce livre-là, bien qu'il soit fragile, reste encore consultable 110 ans plus tard. Donc bon, voilà. Donc on a ici d'autres trucs là, donc ça l'explique les tableaux qui suivent. Donc on peut voir le premier tableau, donc les divisions territoriales. Bien, donc vous pouvez voir ici on a le Yukon, le territoire du Nord-Ouest. Ça l'a beaucoup changé. On peut voir le Manitoba est une toute petite province. L'Ontario s'est pas encore étendu jusqu'en haut ici. On a la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique. Vous pouvez voir ici le Québec, qui est encore très petit. On n'a pas encore la hauteur et le Labrador est pas encore venu nous manger une partie de terre ici. À savoir que j'ai appris ça dans mon cours au cégep aujourd'hui. Ça ici, les terres du Terre-Neuve et Labrador, le bout de terre qu'ils nous ont volé ici, c'est à cause de l'Angleterre qu'on l'a perdu, ce bout de terre-là. Merci. Donc, une carte du relief. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup d'encre. Ça l'a passé au travers du papier. Donc, bon, la hauteur est en pieds, hein, donc 10 000 pieds et plus. Donc ça, c'est les rocheuses qu'on a au Canada. Donc, vous pouvez voir que c'est assez haut. Ici, on a en Saskatchewan. Saskatchewan est réputé pour être un endroit très plat. Puis bon, voilà, on le voit très bien ici. Une carte du relief. Donc ça, c'est pour le reste du Canada. Donc vous pouvez voir que c'est pas très haut ici. C'est là que la plupart des gens habitent d'ailleurs encore aujourd'hui. Géologie. Bon, donc là par contre, j'ai très peu de connaissances en géologie. On a une légende ici. Donc bon, on a des sédiments de Miocène volcanique, laramine, Crétacus, Triassique. Voilà, donc bon... si vous vous... Oui, non, peut-être. Voilà, si vous vous y connaissez en géologie, vous pouvez voir un aperçu des terres canadiennes. Ça n'a pas changé vraiment depuis le temps. C'est la Terre, je veux dire, ça change lentement. Donc ça, ces statistiques-là doivent être encore bonnes. Les minerais. Donc ça aussi, ça doit être encore bon aujourd'hui. Donc on peut voir ici, les mines doivent être taries maintenant, mais je veux dire, les autres types de minéraux qu'on mine pas doivent encore être à peu près. Donc on peut voir ici gold, donc quartz, placer, platinum. Donc c'est tout indiqué en très petit sur la carte. Par chance que la carte est grande, sinon ce serait juste illisible. Donc, partie mine d'or, un district, un autre endroit où il y avait de l'or. Donc, bon, voilà. Les minerais pour le reste du Canada. On peut voir que c'est... puis d'ailleurs, vous voyez cette ligne-là ici, il est littéralement écrit le pays au-delà de cette ligne n'a pas été prospecté, à l'exception de quelques rivières le long de la province. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça a dû être fini d'être exploré depuis le temps. Les forêts, ça non plus, ça n'a pas dû trop changer, mais je vais pas trop m'y intéresser parce que comme vous pouvez voir, regardez-moi toutes les sortes d'arbres qu'on a dans nos magnifiques provinces. Donc voilà, je vais vous montrer la légende.
Donc, voilà. Je vous laisse regarder ça. 10 secondes. Ben, 5. Là. Puis, je vous fais un petit tour de la carte pour que vous puissiez à peu près voir l'étendue des forêts canadiennes. La limite des arbres. Et ça, c'est une magnifique carte qui se déplie. Donc, cette carte-là, vous pouvez voir, on a les espèces d'arbres. Les espèces sont pas toutes là. Et on peut voir la sorte de ligne qu'on leur a attribuée. Je vous laisse regarder ça. Voilà. Et on a bien entendu le dessin des lignes de chaque espèce d'arbre. Donc, voilà. Ça, c'est la seule carte qui se déplie, je crois, d'ailleurs. On a les lignes télégraphiques. Donc, voilà. Vous pouvez voir que on a les lignes télégraphiques interocéaniques. Transocéaniques, pardon. Donc, voilà, vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup. On a ici Québec écrit dans une magnifique typographie avec, bien entendu, toutes les lignes télégraphiques jusque tout partout où elles vont. Donc, on peut deviner qu'elles vont dans des villes. On a même la petite île d'Anticosti. Newfoundland. À savoir que Newfoundland est pas de la même couleur que le reste du Canada parce que cette province-là n'est entrée au Canada qu'en 1949. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec le reste du Canada. C'est encore une... à l'époque, c'était encore une colonie britannique. Donc, on a la suite des lignes télégraphiques. Donc là, on a le reste du Parti du Québec ainsi que l'Ontario. Bon, bien entendu, ces parties-là font partie des États-Unis, hein, donc ne sont pas de la même couleur non plus. Ça ne les a pas empêchés de mettre les chemins de fer. Non, pas les chemins de fer. Les lignes télégraphiques, pardon. Jusqu'où les lignes télégraphiques vont aux États-Unis. On peut voir que c'était quand même un énorme réseau à l'époque. C'est pour ça que c'était si important. Le reste des lignes télégraphiques, donc là ici on a le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. On peut voir qu'il y a beaucoup moins de lignes. Encore une fois, le reste des lignes télégraphiques. Dans la Colombie-Britannique, on a encore le reste de l'Alberta et au Yukon. Donc là, je vous montre pas énormément de choses parce que il n'y a pas énormément de choses à voir. Là. À part peut-être que j'aime la couleur de l'eau ici. C'est un petit bleu turquoise là, qui se laisse bien regarder, mais sans plus. Les lignes téléphoniques, attention, dans les provinces maritimes. Maritimes, voilà. Vous pouvez voir qu'Anticosti n'avait pas de téléphone. On peut voir que tout le haut du Québec n'était pas doté du téléphone encore. Mais on peut voir aussi Three Rivers, Trois-Rivières. Il n'avait pas traduit. On a Nicolet ici. On peut voir les lignes téléphoniques s'y rendent. Montréal est ici, les lignes téléphoniques s'y rendent. C'est dur de lire les espaces. On a Mégantic ici. Ceux qui ne savent pas, il y a eu un gros accident au lac Mégantic il y a quelques années. Un accident de train. C'est probablement l'un des pires accidents de train qu'il y a eu en Amérique du Nord. Donc Nova Scotia, voilà. Téléphone Ontario et le reste du Québec. Donc on a l'Ontario ici. Une magnifique carte en 16/9. Vous voyez que la télévision n'a rien inventé. Ben, elle n'est pas parfaitement en 16/9, mais voilà, vous avez compris. Donc, Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan, le Yukon, l'Alberta. On peut voir que le Yukon a 4 pauvres petites lignes téléphoniques. Voilà. Les rails, les chemins de fer, si vous préférez. Donc, on a les compagnies de chemins de fer. Où est le Canadien Pacifique? Ah, voilà, Canadien Pacifique. Canadien Pacifique qui est maintenant la plus grosse compagnie
de chemin de fer au Canada. Dominion Atlantic Railway. Voilà. Donc, on a les distances que parcourt leur ligne, les locomotives, les wagons passagers, les wagons de marchandises, parce que freight, c'est en anglais, on dit marchandises. Donc, les revenus pour les passagers. Donc, 20 000 $, ça reste acceptable. Et les coûts de construction, on peut voir que l'Atlantic and Lake Superior ont dépensé 2 millions de dollars pour construire leur chemin. Et on voit la division des compagnies. Donc bon, hein, les compagnies, ça ressemble, les compagnies de chemin de fer, ça ressemble à peu près à ce qu'il y avait aux États-Unis. Donc, c'était des compagnies, puis il y avait chacun leur petit coin. Maintenant, c'est plus trop ça. Je crois que Canadien Pacifique doit avoir presque toutes les rails à eux, maintenant. Golfe du Saint-Laurent, franchement, il écrivait tellement mal, le Saint-Laurent en anglais, mais bon. Le reste des routes, donc, là, on a l'Ontario, les compagnies qui font affaire avec ces parties de province-là. Le Manitoba, et la Saskatchewan, non, l'Alberta, oui, non, c'est ça. Donc, vous pouvez voir qu'on a beaucoup moins de chemins de fer ici, il y a beaucoup moins de population. Savoir que c'était pas... aujourd'hui, ça reste pas des endroits très populeux, c'était encore moins le cas à l'époque. Colombie-Britannique. Vous pouvez voir, là non plus, il n'y a pas énormément de chemin de fer. Alors que maintenant, la Colombie-Britannique, ça reste une province relativement bien peuplée du Canada. C'est pas ce que c'était. Les chemins de fer transcontinentaux, attention. Donc, les États-Unis avaient leur route transcontinentale aussi. Donc, le Canada aussi s'en est pourvu. En 1901, les travaux étaient déjà terminés, de ce qu'on peut voir, du moins en grande partie. Est-ce qu'il est inscrit qu'il y en a qui n'étaient pas terminés? On peut voir si celle-là est projetée, celle-ci est en construction, celle-ci est en opération. Donc, on peut voir que les traits sont les lignes qui n'ont pas été terminées. Donc, il y en a certaines qui sont pas terminées. Donc, les lignes de chemin de fer n'avaient pas encore été complètement toutes terminées à l'époque. Donc, voilà. Les canaux maritimes, donc les chemins empruntés par les bateaux. Donc, vous pouvez voir que voilà. On a ici les distances parcourues. Là, par contre, je sais pas du tout ce que ça veut dire. J'ai aucune connaissance en maritime. Pardonnez-moi. On a des statistiques ici. Voilà. Lighthouse, je sais pas du... oui, non, ça c'est les phares, pardon. C'est les phares, les lighthouses. Donc, on peut voir, on a un phare ici, phare là, là. Et ici, et ici. Donc, voilà. L'océan Pacifique, la Colombie-Britannique. Encore une fois, une belle couleur d'impression. Ça ici pour la région maritime. Pardon, je dis maritime, mais c'est un mauvais réflexe de Québécois. Hein. On a ici les isothermes. Je sais pas vraiment c'est quoi. Mais on peut voir que dépendamment des mois, ben c'est pas pareil. Je sais même pas comment ils faisaient pour prédire ça à l'époque. Je sais même pas quelle technique ils utilisaient. Les précipitations de neige. Donc, quelles étaient les
précipitation de neige. Est-ce qu'on a écrit ça? 10, 15, mais c'est des pieds, des pouces? Chute de neige très lourde sur les côtes ouest des montagnes en Colombie-Britannique, mais ça me dit pas, il en tombe combien? Est-ce que c'est des pouces? 60 pouces? C'est pas grand-chose, ça fait juste... ça fait 5 pieds et quelques, je crois. Donc voilà. Le soleil. Donc là, ça, c'est les heures possibles de soleil. Donc, on peut voir ici que on a entre 16 et 17 heures de soleil, par exemple, en août. C'est 16 et 17 heures, c'est of sunshine in summer. Non, c'est les températures. C'est pas parfaitement explicite comme carte. C'est pas le genre de carte qu'on a aujourd'hui. La densité de population. Donc vous pouvez voir ici. Hop. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a des zones pas peuplées, très peu peuplées et très peuplées entre guillemets là. Donc ça ici c'est l'Ontario et une partie du Québec. Donc voilà. Donc c'est vraiment un atlas très complet franchement. Densité de la population en 1901, donc ça n'a pas dû trop changer en 5 ans. Hein. C'est pour ça qu'ils pouvaient se permettre de garder certaines statistiques pas trop à jour parfois. Les aborigines, c'est aborigène en anglais. Donc vous pouvez voir ici qu'on a les Amérindiens. Donc, vu que nous, au Canada, on n'a pas été trop méchants avec eux, ils étaient à peu près encore tous là, du moins une bonne partie. Donc, vous pouvez voir qu'on a les différentes répartitions aborigènes à travers le Canada. L'origine des gens. Donc, vous pouvez voir ici, hop. Donc, ici, on a anglaise, Irish, irlandaise, Scottish, French, français, allemand, Dutch et bon, les Africains ont été simplement appelés négros, donc bon, on pardonnera ce mot puisque c'est une époque complètement différente. On ne peut pas juger des mœurs d'une époque différente, c'est juste impossible. Donc, on peut voir ici, hop, bien entendu, la région du Québec, c'est presque tous des Français. Donc, vous pouvez voir la descendance française où elle est à peu près toute restée, si les Français se demandent la répartition des Français au Québec. Ça, c'est le reste du Québec. Donc, encore une fois, répartition très française. Là, ici, on tombe dans origine irlandaise. Beaucoup d'origine anglaise ici. On peut voir que le reste du Canada, c'est un gros mélange d'irlandais et d'anglais. L'origine des gens en Alberta. Là, c'est des anglais ici. Anglais là. Mélange ici. Oh, on a même des Scandinaves en gris. Tiens, est-ce qu'il y a des endroits qui sont gris? J'en vois pas. Donc, bon. Mais s'ils l'ont mis, c'est parce qu'il doit être là. Ils l'ont pas mis là pour faire joli. Les frontières interprovinciales et internationales. Donc, on peut voir aussi les frontières clamées par la Grande-Bretagne, la frontière réclamée par les États-Unis,
les frontières fixées par les commissionneurs par la convention de Hawkesbury King du 24 novembre 1817. Donc voilà, le Canada a beaucoup de vieux trucs dans son histoire. L'histoire du Canada est pas... c'est ça qui est drôle avec l'histoire du Canada, c'est qu'il y a beaucoup de trucs à voir, c'est passé beaucoup de choses, mais il n'y a pas eu de guerre, les gens ont fait ça calme, c'est pour ça que l'histoire du Canada peut paraître chiant pour le reste du monde, mais bon. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, c'est la délimitation. Cette partie-là était au reste du Labrador, avant qu'il y ait plus de parties qui soient données au Québec, comme j'avais dit l'autre fois, parce que cette partie-là du Québec appartenait au territoire du Nord-Ouest. Donc le reste des lignes. Donc voilà. Ça d'ailleurs, si je me souviens bien, à cette époque-là, ça appartient à... Regardez, comment ça s'appelle déjà? À l'Alaska. Je sais pas si l'Alaska appartenait déjà aux États-Unis à l'époque, mais vu qu'il y a que des noms anglais, Chillicothe, Chilkoot, Diakulkwan, je sais pas si c'est des noms indigènes ou si ça date d'avant que les États-Unis aient cette partie-là du Canada, parce que bon, géographiquement, on peut pas se le cacher que l'Alaska, ça appartient au Canada. C'est juste politiquement que ça appartient aux États-Unis. Donc, vous pouvez voir ici les routes des explorateurs. Donc, on a Cartier ici. 1534, son arrivée. On a Cabot. Champlain, Cartier en 1535, qui arrive ici. Hop, Montréal. Champlain. Fort-la-Mone. Donc, Abitibi. Je sais pas si c'est le nom des villes. Québec, 1608. Oui, voilà, Québec a été fondé en 1608. Montréal en 1641. Trois-Rivières en 1617. Donc, oui, ok, c'est les dates de fondation des villes. D'accord. Puis, bon, on a des forts, là, donc, les noms des explorateurs. On a Thompson, Lewis et Clark. Hein? On a même le chemin parcouru par Lewis et Clark sur une partie des États-Unis. Les bassins de drainage. Donc bon, je vais pas trop en parler. Puisque bon, je connais pas trop ça, les bassins de... Comment ça s'appelle? De drainage. Donc bon, voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. On a la magnifique ville de Montréal. Entre guillemets, magnifique. Donc, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Westmount, Côte-Saint-Pierre, Côte-Saint-Paul, Verdun. Donc là, on a ici le nom des quartiers qui sont écrits en chiffres romains. Donc, Hochelaga, Sainte-Marie, Saint-James, Saint-Louis, Saint-Laurent, Est, Centre-Ouest, Sainte-Anne, Saint-Gabriel, Saint-Antoine, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Denis, Saint-Cunegonde, Saint-Henri. Donc, vous pouvez voir que les quartiers à Montréal avaient tous des noms, voilà, des noms de saints. On a ici les villes de Toronto. Vous pouvez voir que Toronto, c'est une ville anglaise. Hein? Toutes les routes sont perpendiculaires l'une aux autres. Tandis qu'ici, à Montréal, bien que ça essaie de respecter le perpendiculaire, on voit qu'il y a beaucoup de routes qui ne respectent pas cette distribution-là. La ville de Québec... Donc, Saint-Vallier, Saint-Sauveur, Saint-Roch, Jacques-Cartier, Saint-John, Montcalm.
une partie qui s'appelle Montcalm. Je me demande s'il y a un Ah, Wolf Monument 1. Où est-il? 2. Je sais pas où est le monument Wolfe, mais pour ceux qui connaissent pas l'histoire du Canada, Wolfe, c'est celui qui a combattu Montcalm sur les plaines d'Abraham, et c'est la victoire de Wolfe qui fit en sorte que la Grande-Bretagne put avoir la Nouvelle-France. Donc bon, l'emplacement de la statue de Wolfe est pas supposé avoir changé depuis le temps, mais je sais pas où elle est. Ah, vous pouvez voir si on a un asile, asylum, un hôpital, une université. Ça coûtait encore très cher à l'époque. L'universalité des coûts d'études n'était pas encore arrivée. On a ici Winnipeg. Encore une fois, ça se voit que ça a été une ville construite sous le régime anglais. Parfaitement perpendiculaire. Vancouver. Voilà. Wow. Vous en voulez des perpendiculaires en v'là? Mon Dieu. Ottawa. Hamilton. Londres. Halifax, petite ville assez intéressante, ça a l'air. Ça doit bien se visiter, ça. On peut voir le nord géographique. Ici. Ah, les échanges et le commerce. Donc, cet atlas ne regroupe pas seulement des statistiques de la population géographique et tout ça, mais on a presque toutes les statistiques économiques du Canada aussi. Donc les exportations du Canada, les exportations vers la Grande-Bretagne et les colonies britanniques et les pays étrangers. On peut voir ici que vers la Grande-Bretagne représente une grosse partie des envois. Les États-Unis représentent eux aussi une grosse partie, ce qui a toujours été le cas. West Indies, je sais pas du tout c'est quoi. L'Australie, wow. C'est coucou l'Australie. Vous êtes ici. Voilà. Envoi vers la Grande-Bretagne. Bon, voilà, ça c'est en millions de dollars, hein, donc 117 millions de dollars en export en 1904 vers les États-Unis, donc 72 millions. L'Amérique du Sud, Newfoundland. Oh, on a envoyé de l'argent à la Belgique. Ah oui? Regardez, les Belges, on vous a envoyé 2 millions de dollars en export en 1901. Hein? Bon, je dis de la merde. L'Allemagne et autres pays, 8 millions de dollars en 1904. Le commerce, les imports gratuits, donc bon, je sais pas si c'est... je sais pas comment ils peuvent calculer ça, si c'était gratuit. Je sais pas ça représente trop quoi, ça, par contre. Duty collected, ça non plus. Duty, c'est le travail. Je sais pas ça fait référence à quoi. Les échanges agréés. Encore une fois, je suis pas trop sûr du terme. Je suis même pas sûr que je le traduis comme il faut, d'ailleurs. Donc, bon, voilà. Plein d'argent. Total d'échanges par tête. Donc, c'est par personne, par gens qui ont fait des échanges. Je sais pas, parce qu'au Canada, il faut déclarer quand on fait des échanges. Je sais pas si c'était le cas à l'époque déjà. Estimation de la population. Donc, on peut voir que les gens avaient 84 $ et 35 sous d'échange en cette année-là. C'est... Comment les gens pouvaient changer ça? Ils devaient faire ça en une année, 84 $. Ils pouvaient s'acheter de la nourriture avec $1. C'est... les imports pour les utilisations des maisons
Donc, bon, on a des statistiques des États-Unis même là-dedans. Les échanges et le commerce. Donc bon, je vais passer un peu ça parce que là, ça va commencer à devenir chiant. Les télégraphes, les en 1000, 37 481 000 de lignes télégraphiques. Je vous laisse convertir ça si vous voulez 100 km. Ça me tente pas du tout de convertir ça. Ah, la population. Voilà. Ah, bien. Donc, vous allez voir l'espérance de vie. Vous allez avoir un aperçu de l'espérance de vie là-dedans. Donc, en 1901 par 100. Donc, c'est percent, donc pourcent. Vous pouvez voir que que 0,72% de la population se rendait à 70 ans. On peut voir aussi un gros décalage entre l'âge de 24 et 30 ans. Il devait y avoir beaucoup de gens qui mouraient. Proportion des sexes et des états conjugaux par province. Non mariés, mariés, peu importe ce que c'est. Voilà. Des statistiques que j'avais déjà montré tout à l'heure. Population et la situation conjugale. Ah, fiouf. C'est au moins une bonne statistique. On peut voir que 0,06% des hommes étaient mariés et que 0,55% des femmes étaient mariées entre l'âge de 16 et 20 ans. Ça reste au moins une statistique agréable à voir. Mais 8. Mais non, mais ça peut pas être ça. Ça voudrait dire que 8% des enfants de 0 à 5 ans étaient pas mariés. C'est... Je sais pas si je lis bien le tableau, ça... Population par endroit. Donc là, on a un récapitulatif des ethnies dans les provinces et de leur endroit de naissance. La population. Oh, on a un beau graphique de la population du Canada ici. Vous pouvez voir l'évolution entre 1780 1785, c'est 1750 que le Québec est tombé aux mains des Anglais, je crois. Donc, vous pouvez voir que, hop, à partir de 1825, ça commence à progresser beaucoup quand même. Donc, voilà, le Manitoba. Ça, c'est pour l'Ontario, hein, donc bon. Est-ce qu'on a le Québec? Non, population. Québec. Donc, vous pouvez voir, hop, la montée. Ah, on était déjà plus d'1 million, On est près de 8 millions maintenant au Québec. Hein. Vous pouvez voir, ça a à peu près bien monté quand même depuis le temps. La population. La population pour le reste des villes, là, donc bon, ça reste très très petit. L'agriculture, les encres, la valeur approximative des fermes, voilà. En 1901. Le reste de l'agriculture, je pense... Oh, doucement. Je passe assez vite là-dessus. Parce que c'est pas des statistiques vraiment très intéressantes. Il n'y a pas grand-chose à montrer là-dedans. Agriculture. Les manufactures. Donc on peut voir les produits, les productions, le capital investi, le nombre... Le salaire moyen
de gens qui gagnent de l'argent employés dans des manufactures. Est-ce qu'on a le salaire minimum? Non, hein? La statistique vitale. On a le nombre de gens qui sont considérés malades mentaux. Malades mentaux par 1000. Malades mentaux par centaines par province. Non, par... Oui, c'est ça. Par centaines. Le nombre d'aveugles par centaines par province. On peut voir que la Colombie-Britannique avait le plus grand nombre d'aveugles. Bon, il était que 130, là, mais voilà. Morts par centaines. 15 morts par centaine, ouais. Ça a augmenté, c'est pas une très bonne statistique. Par province. Oui, on a le plus de morts par centaine au Québec. C'est cool, ça, hein? C'est ça que ça fait quand on travaille dans des manufactures. La finance. Donc, les revenus de chaque... de la Confédération. Donc, on a les revenus autres. Non. Custom, je sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être peut-être les entreprises. Les revenus des terres, les revenus de la poste, les revenus des travaux publics et le reste. Je commence à perdre la voix, je crois. Les finances, encore une fois. Donc, le change sur la dette, la poste, les chemins de fer. Subsidies des provinces, je sais pas du tout c'est quoi les subsidies. Le reste de la finance. Saving banks, average account per depositor. La dette brute par gens par population est de 46 $. Currency. Deposit and withdraw. Donc l'argent qui a été retiré et déposé. Donc on peut voir qu'en 1904, 15 millions de dollars ont été déposés et 15 millions de dollars... non, 16 ont été déposés et 15 ont été retirés. Ça fait beaucoup d'argent dans les banques. La marine. Donc là, c'est un domaine que je connais pas du tout. Donc là, ici, on a les vaisseaux britanniques, les vaisseaux canadiens, les vaisseaux étrangers. Voilà, le plus gros de la marine devait provenir de la Grande-Bretagne. Voilà. Les tonnes de marchandises envoyées par province. Les poissons. Les chemins de fer. Encore une fois, les milles parcourus, l'argent que ça leur a apporté. Les routes gouvernementales. Ah, tiens, je savais pas que le gouvernement avait des chemins de fer, ou à moins que c'est juste le total. Literacy and illiteracy of population 5 years and over. Donc, l'âge de la population qui sait lire et ne sait pas lire, qui a 5 ans et plus. Can read and write. Ça fait un gros pourcentage de la population. Can read only, ça fait une petite population. Ne sait pas lire et ne sait pas écrire. On peut voir que 18% de la population dans le Canada en 1991 ne sait pas lire et 14%. Donc c'est une augmentation de 4% de gens qui de plus qui savent lire ou ne... Oui, c'est sûr qu'ils savent lire et écrire. Le nombre d'écoles. L'immigration. Anglaise et Welsh, je sais pas du tout c'est quoi. Welsh. Scottish, Irish, Galician, Scandinave, Hollanders. Il devait pas avoir beaucoup de Français qui devaient venir à l'époque.
je crois, voilà, on a terminé le livre. Bon. Allez, on va y aller doucement. Hop. Voilà. Donc, c'était la vidéo sur l'Atlas du Canada de 1906. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo qui va être très longue, ça va faire plus de 45 minutes. Mais voilà, pour moi, ça valait la peine de faire cette vidéo-là. Je veux que au moins ce livre on puisse s'en rappeler encore sur YouTube, parce que bon, je peux pas numériser ce livre-là, il est beaucoup trop gros. Puis si je voudrais le numériser d'une façon moderne, il faudrait que je coupe les pages, que j'enlève les reliures et que je fasse passer ça dans un numériseur pour pouvoir le mettre numériquement, mais il est hors de question que je détruise ce livre-là pour le numériser. Donc voilà, j'en fais au moins cette vidéo pour que les gens puissent le voir. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.